Bonjour tout le monde, c'est le temps de votre nouvelle capsule de politique américaine. On a sauté la journée d'hier parce que c'était une journée relativement calme dans l'ordre relatif des choses. On a observé que les premières critiques qui ont été formulées du côté républicain au sujet de Kamala Harris semblaient avoir été le fruit un petit peu d'une déclaration malheureuse d'un ou deux députés de la Chambre basse qui avaient dit que Kamala Harris était la candidate du DEI, Diversity, Equity, Inclusion, qui c'est un nouveau mot pour Affirmative Action, qui est le nom qu'on donne à ces mesures pour assurer qu'il y ait une représentation équitable au sein des différents groupes, comme j'appelais, minorités visibles ou invisibles. On accuse Kamala Harris d'être cette candidate-là, sous prétexte qu'elle avait été choisie vice-présidente, comme on avait parlé lors d'une capsule précédente, euh, parce qu'effectivement, elle était une femme noire de la Californie, alors que Joe Biden était un homme blanc de l'Est. Donc, c'est un peu vrai. C'est difficile de nier qu'elle avait été choisie comme vice-présidente en raison, entre autres, du groupe que son existence représentait. Mais c'est quand même quelqu'un qui a été élu sénatrice de la Californie. Elle a gagné plusieurs courses qu'on appelle statewide, donc à la largeur de l'État. Donc, en tout cas, je pense qu'il y a quand même des limites là, à cette critique-là, mais c'est surtout que là maintenant, ça se consolide. C'est vraiment l'attaque que tout le monde sauf Trump fait, puis on va en parler dans un instant. Donc, c'est pas une attaque, à mon avis, qui va porter fruit. C'est plutôt une attaque qui va beaucoup frustrer les minorités en question, qui vont y voir éternellement une remise en question de leur validité. Comme le disent certains, DEI, c'est quelque chose qu'on dit quand c'est a black person with a job, donc une personne noire avec un emploi, on dit automatiquement, voilà, cette personne-là a été là par DEI. On souligne également que Biden lui-même avait été choisi parce qu'il était un homme blanc à l'époque, parce que Barack Obama était un homme noir. Donc, est-ce que Biden serait quelqu'un du DEI? En fait, c'est un débat, moi, qui m'intéresse plus ou moins. Je vous parle des conséquences politiques du fait que les républicains ont choisi cet angle d'attaque, parce que je ne crois pas que ça porte fruit. Là, présentement, ils sont un petit peu à court d'idées, mais ils se consolident dans la mauvaise direction, selon moi. Parce que là, ils avaient fait des gros efforts. Les républicains, les Blancs aux États-Unis ne sont plus nécessairement le groupe, ils sont plus majoritaires autant qu'ils l'étaient avant. C'est très difficile de remporter une élection juste avec les Blancs. Donc, ils ont besoin d'avoir des appuis, même si, comme je disais, les Noirs aux États-Unis votent environ à 90%, 85% pour les démocrates. Donc, les républicains espéraient obtenir au moins 20% du vote noir, 25% du vote latino, des choses comme ça. Mais en traitant Kamala Harris de la sorte, autrement dit, en refusant de s'en prendre à ses idées, à son bilan, elle a quand même un bilan, mais plutôt de s'en prendre à la couleur de sa peau, de son genre, je pense que ça fait juste solidifier le, le, le désir des minorités de l'élire. Donc, parce qu'ils voient la même injustice qu'eux subissent à chaque fois qu'ils ont une promotion, on les regarde, on se demande s'ils l'ont vraiment mérité, ou des fois on va carrément leur dire qu'ils l'ont pas mérité. Donc, c'est pas quelque chose qui risque de porter. Donc, présentement, c'est pas surprenant que les premiers sondages entièrement pris depuis la renonciation de Joe Biden à la présidence à partir de 2025, que les sondages maintenant donnent Kamala Harris gagnante quand on tient compte de la présence d'un tiers parti RFK. Euh, Quand on ne tient pas compte, si on savait que c'était purement démocrate contre républicain, la moyenne des sondages donne encore Trump gagnant par un point, mais on voit que la tendance est très lourde parce que Trump était gagné par plusieurs points. Donc déjà, le fait que la moyenne ait rattrapé pratiquement à égalité, ça en dit long sur le momentum présentement. Puis on ressent du côté de Donald Trump qui n'a pas endossé ces attaques, on pourrait dire raciales, sur Kamala Harris, peut-être parce qu'il a un meilleur instinct que ses collègues, mais peut-être aussi parce qu'il est vieux et fatigué et ne sait vraiment pas quoi faire. En fait, les derniers discours de Trump depuis la nomination de Kamala Harris sont vraiment décousus. Puis on sent une
perte d'énergie du côté de Trump. Puis l'appétit ne semble pas. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'instinct politique, malgré tout ce qu'on peut en dire. Et je pense qu'il sent bien là, que le tapis lui glisse en dessous du pied. En tout cas, il semblait pas du tout avoir le même bagou que d'habitude. Euh, il a fait une campagne sur l'âge, il a fait une campagne sur les effets de l'âge. Et maintenant, regardez où est-ce qu'il est. C'est lui qui a de la misère à finir ses phrases. C'est lui qui parle du grand Hannibal Lecter. Euh, vous savez, on se demande pourquoi, parce que dans des discours, je ne sais pas si vous le savez, mais Trump parle beaucoup de Hannibal Lecter. Puis on se demande pourquoi, parce que c'est toujours dans le contexte de l'immigration. Puis là, je crois qu'aujourd'hui, du côté de Crystal Ball, qui est une analyste politique américaine, disait, je crois, non, je me suis trompé, pardon, c'est David Pakman. David Pakman qui a sorti l'idée. La même chose, un animateur d'un podcast politique, il dit, je crois que c'est parce que Trump, dans ses limitations, comment dire, cognitives, entend demandeur d'asile, et il doit penser que c'est asile pour aliéner. Parce qu'à chaque fois qu'il parle de demandeurs d'asile à la frontière sud des États-Unis avec le Mexique, il sort Hannibal Lecter, qui est dans un asile, lui, psychiatrique. Donc peut-être qu'il y a une confusion, qu'il a l'impression que c'est vraiment des gens qui sortent des asiles, qui demandent l'asile, mais c'est deux choses complètement différentes, il ne semble pas l'avoir réalisé. Donc, alors, pour tous ceux qui trouvent Hannibal Lecter très intéressant et un grand homme, vous avez votre candidat en Trump. Donc, il refuse d'arrêter d'en parler. Il en parle vraiment à chaque discours. Donc, ça donne un grand différentiel d'enthousiasme. Les discours de Kamala Harris n'ont pas encore été devant des grandes foules. Évidemment, ça prend un certain temps à organiser ces rassemblements-là, mais on entend des hurlements qui me rappellent la Beatlemania, des hurlements vraiment stridents des gens dans la foule. Et il faut dire que c'est la première élection présidentielle depuis qu'on a renversé Roe versus Wade, qui est le DEG contre Tremblay des États-Unis, qui avait permis l'avortement par un jugement de la Cour suprême dans les années 70. Trump avait nommé plusieurs juges de la Cour suprême, 3 en fait, et sitôt nommés, ils ont renversé le jugement sur l'avortement, ce qui rend de nouveau l'avortement passible de prison dans les États qui le criminalisent. Et depuis que ça s'est produit, élection après élection, moi je vous le dis, j'ai regardé chaque élection fédérale en tout cas, là, et puis les démocrates ont gagné pratiquement toutes ces élections, si ce n'est pas toutes ces élections, mais plus important encore, ils ont dépassé les attentes, dépassé les sondages de 5 à 10 points à chaque fois, parce qu'il y avait vraiment, je pense que les républicains ne se rendent pas compte de, vous me passerez d'expression, la vache sacrée à laquelle ils ont touché. C'était pas. Si on pense à un pays occidental où les libertés individuelles priment, il est difficile d'en nommer plusieurs où on interdirait, on criminaliserait, on enverrait en prison des femmes, des médecins pour avoir performé des avortements, même en cas de nécessité médicale. Donc, il va y avoir beaucoup d'enthousiasme du côté de Kamala Harris. Et comme je vous ai dit, elle va incarner vraiment tout ce que Trump n'est pas. D'ailleurs, un de ses premiers messages était « Elle est l'anti-Trump. Elle est la procureure, il est le condamné, il est le criminel. » Donc, c'est là qu'on en est présentement. Les républicains, toujours vraiment à leur remorque. Il y a des poursuites qui tentent de s'intenter au niveau des directeurs des élections pour ne pas permettre au trésor de guerre de Joe Biden d'être transféré à Kamala Harris. C'est des recours qui sont futiles, qui visent à tenter de la délégitimiser. Alors, on peut dire que c'est ça. Présentement, les républicains sont en campagne de délégitimisation. Et plutôt que s'en prendre à ses idées, plutôt que s'en prendre à son bilan. Et je ne pense pas que ça va faire mouche. Ils vont juste avoir l'air de ce qu'on dit d'eux, c'est-à-dire que c'est des gens qui aiment les coups bas, qui n'engagent pas normalement dans le débat politique, qui vont plutôt y aller avec toutes les entourloupettes et toutes les... ce ne sont pas des gentlemen, hein? Les règles pour gentlemen, on en a connu d'autres des gouvernements qui ont fait ça. S'ils ne s'appliquent pas à eux parce qu'ils ne sont pas des gentlemen, ben voilà, ils font juste confirmer ça. Donc on a un candidat. Trump devient le candidat le plus âgé de l'histoire à la présidence maintenant que Joe Biden a quitté à 78 ans. Il a l'air de quelqu'un de 78 ans quand il parle. On ne promet rien au peuple américain. On parle simplement... c'est des récriminations. C'est des choses, des frustrations. On parle du passé. On parle de choses qui n'ont plus aucune pertinence. Puis du côté de Kamala Harris, eh bien, on parle au moins un peu plus de vision et de choses qu'on veut faire. On veut, à tout le moins...
permettre l'avortement de nouveau et un certain nombre de mesures là, que Trump aurait mises en place. Donc, comme je l'ai dit, c'est encore pas la plus grande tribune. Je m'étais surpris à être emballé dans les 2 premières minutes de son discours, puis après ça, commencer à chanter mon énergie baissée. J'ai même pas pu le terminer. Donc, je veux dire, ça reste quelqu'un de battable, Kamala Harris, mais je pense que Donald Trump l'est tout autant et même plus. Donc, on va voir si le momentum se poursuit au cours des prochains jours. Mais pour être franc, je serais surpris que ce soit le contraire qui se passe. On sent vraiment une espèce de lame de fond qui commence à se lever du côté des États-Unis. Vraiment, les démocrates se coalisent complètement derrière leur candidate. Il n'y a plus vraiment, il n'y a plus aucune question. Je pense qu'à l'heure où on se parle, on a passé la date limite pour que quelqu'un d'autre se présente. Donc, c'est fini. Ça va être Kamala Harris. Et le Parti démocrate en est très content. Donc, on va chercher un candidat, probablement un candidat à la vice-présidence derrière elle. Et puis, on va voir si Donald Trump conserve J.D. Vance. Moi, j'ai des doutes là-dessus. On voit que, encore, l'attention dont j'ai parlé dans ma dernière capsule continue de monter. Il n'a pas l'air du tout content de son choix. Donc, je ne serais pas surpris qu'il se passe quelque chose à ce niveau-là. Là. J.D. Vance n'avait pas été choisi pour gagner. Trump pensait déjà avoir gagné contre Biden. Il l'avait choisi pour gouverner, il l'avait choisi pour exciter sa base, mais il va peut-être devoir changer. On peut voir une Nikki Haley, par exemple, qui avait donné du fil à retordre à Trump, mais qui a l'avantage d'être une femme et une femme plus modérée et respectée. Donc, ça serait quand même à son avantage de faire ça. Elle neutraliserait beaucoup l'effet Kamala Harris. Mais est-ce que Trump va en être capable? On va voir. Mais chose certaine, je vais vous tenir au courant. Donc, ça complète notre capsule pour aujourd'hui. Mais restez à l'affût parce que ça n'a pas fini de bouger. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit dans une prochaine capsule. Au revoir.